Voici ce que dit l'article 4 et voici ce qui a été dit dans le jugement tout à l'heure. Ça, c'est le jugement de 2020. Donc, on continue. Le requérant déclare, en outre, que le 16 août 2020, le président de la CI avait, lors d'une intervention télévisée, affirmé que le requérant avait fait l'objet d'une condamnation pénale par jugement correction de défaut du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits de complicité de vol. Le président de la CI aurait en outre affirmé que sur opposition, ce jugement de défaut ayant donné lieu à un jugement d'itératif défaut serait devenu irrécevable et irrévocable par suite d'un refus du conseil du requérant d'en recevoir signification au domicile élu. Donc, par suite du refus des conseils, donc les avocats du requérant, donc les avocats de Gbagbo, d'en recevoir signification au domicile élu, en ces lieux et places, en leur qualité d'avocat, de sorte que le délai d'appel ayant largement expiré, la radiation du nom de Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire était juridiquement acquise. Donc, voici ce que Laurent Gbagbo a demandé. Le requérant allègue que par ces actes ont causé un péril qu'il y a lieu de prévenir par des mesures provisoires en attendant que soit examinée sa requête au fond. Voilà ce que Laurent Gbagbo a demandé. Le requérant allègue que ces actes ont causé un péril qu'il y a lieu de prévenir par des mesures provisoires en attendant que soit examinée sa requête au fond. C'est Laurent Gbagbo lui-même qui a demandé. Attendez, écoutez. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de recours contre la décision provisoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Jamais. C'est Laurent Gbagbo lui-même, dans sa requête, qui a demandé. Allez-y, tapez la requête. C'est lui qui a demandé. La décision qui a été prise là, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a demandé ça. Ce n'est pas la Cour, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a demandé. Donc, numéro 5, le requérant allègue que ces actes ont causé un péril qu'il y a lieu de prévenir par des mesures provisoires. Donc, il a demandé des mesures provisoires en attendant que soit examinée sa requête dans le fond. Et donc, il sollicite par conséquent de la Cour d'ordonner des mesures provisoires si après à l'état défendeur. 2. Premier point, sussoir à l'exécution de l'ordonnance numéro 35-05-2020 en date du 25 août 2020 rendue par la juridiction présidentielle du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau confirmant la radiation de M. Laurent Gbagbo de la liste électorale, de même que la décision de radiation prise par la CI et la décision de la même commission rejetant le 18 août 2020 sa demande d'inscription. On continue. Expuser son casier judiciaire. Voilà une autre demande. Il demande qu'on expulse son casier judiciaire au besoin, en suspendre de celle-ci la mention de la condamnation pénale non irrévocable obtenue au terme du jugement correctionnel d'itératif défaut numéro 52-00-2019 du 29 octobre 2019. Ce, dans l'attente de cette décision sur le fond. Laurent Gbagbo dit qu'il fallait prendre ces mesures provisoires en attendant que la Cour se prononce sur le fond. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui allait demander à la Cour de se prononcer sur le fond. Faire rapport à la Cour dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l'ordonnance sur les mesures prises en vue de son exécution. On va partir maintenant sur la décision de la Cour. Sur la décision de la Cour. Allons sur la décision de la Cour. Donc, vous écoutez, vous avez compris cette partie-là. Je pense que vous avez bien compris cette partie-là. Allons maintenant sur la... Donc, si c'est Laurent Gbagbo qui a demandé que la Cour se prononce sur le fond, la Cour maintenant se prononce sur le fond de la décision. La décision provisoire a demandé à la Côte d'Ivoire, je ne vais pas lire tout ça parce que la décision provisoire, elle est longue, a demandé à la Côte d'Ivoire de prendre tous les d'exécuter par tous les moyens la décision de remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que la Cour dit maintenant en 2025? Puisque la Cour se prononce maintenant sur le fond. Elle s'est prononcée provisoirement, maintenant elle se prononce sur le fond. Qu'est-ce que la Cour dit sur le fond? Requête numéro 025 2020. Arrêt, fonds et réparation. Donc, ils sont en train de juger maintenant sur le fond. Une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Arusha, le 26 juin 2025. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour, a rendu un arrêt dans l'affaire Laurent Gbagbo, République de Côte d'Ivoire. Le 7 septembre 2020, le sieur Laurent Gbagbo, le requérant, a saisi la Cour d'une requête introductive d'instance dirigée contre la République de la Côte d'Ivoire. Le requérant a allégué la violation des droits suivants. Le droit à l'égalité devant la loi et le droit à une égale protection de la loi. Protégé par l'article 3 de la charte,
le droit à un procès équitable, notamment le droit à la présomption d'innocence, protégé par l'article 7. Le droit de participer librement à la direction des affaires de son pays, protégé par l'article 13 de la Charte. Le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays, protégé par l'article 13 de la Charte. Le droit de voter et d'être élu, protégé par l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. On continue. Au titre des réparations, le requérant a demandé à la Cour de se déclarer compétente, dit la requête recevable, donner effet aux droits protégés par les instruments auxquels l'État défendeur est parti. Dit que les allégations de violation de ces droits sont fondées, ordonner toutes les mesures nécessaires pour que l'État défendeur exécute diligemment les décisions de la Cour, enjoignent à l'État défendeur de prendre toutes les mesures pour effacer et faire disparaître tous les effets et toutes les conséquences des violations dont il a été déclaré responsable par la Cour de séance en la présence affaire. Prendre toutes dispositions et mesures nécessaires pour annuler l'ordonnance numéro 2020-356 du 25 août 2020 rendue par le président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière électorale en dernier ressort et ses effets juridiques de manière à lever toute mesure de restriction à ses droits civils et politiques. Expuger de son casier judiciaire ou au besoin en suspendre de celui-ci la mention de la condamnation pénale de défaut. La Cour, non encore irrévocable, ordonné à l'État défendeur de publier la décision de la Cour dans le journal officiel de l'État de Côte d'Ivoire. On continue. Le requérant expose qu'ayant constaté le 4 août 2020 sa radiation de la liste électorale, il a saisi dès le lendemain la commission électorale indépendante d'une décision de réinscription qui a été déclarée irrecevable. Le 18 août 2020, il a interjecté appel devant le tribunal de première instance d'Abidjan qui, statuant en dernier ressort le 25 août 2020, a confirmé sa radiation de la liste électorale sur le fondement de l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, au motif que le requérant avait été condamné par itératif défaut à 20 ans d'emprisonnement ferme. On continue. L'État défendeur n'a pas été représenté et n'a donc pas conclu. Donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas envoyé de représentants, donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas conclu. La Cour a ainsi décidé de rendre un arrêt par défaut. L'État ne s'est pas présenté. Ils ont rendu aussi un arrêt par défaut. Donc la même condamnation de Laurent Gbagbo par défaut, la Cour aussi rend aussi un arrêt par défaut. C'est pareil. Ok, on continue. L'État défendeur, ayant fait défaut, aucune exception d'incompétence n'a été soulevée. Ça veut dire l'État de Côte d'Ivoire n'a pas demandé à la, n'a pas dit à la Cour, n'a pas affirmé à la Cour qu'elle était incompétente. J'explique. Qu'elle était incompétente. Béla, désolé, j'avais pas vu ta demande. Qu'elle était incompétente pour gérer cette affaire. On continue. On continue. La Cour, toutefois, en application de la règle 49-1 du règlement, la Cour a examiné les conditions relatives à sa compétence sur les aspects matériels, temporels, personnels et territoriaux, avant de considérer qu'elle a compétence en l'espèce. Donc la Cour a jugé qu'elle a la compétence pour juger l'affaire. Donc la Cour a décidé qu'elle était compétente pour gérer l'affaire. Donc, le requérant a soutenu que ses droits ont été violés durant la procédure pénale interne dont il a fait l'objet. Voilà le vrai problème et voilà le vrai souci. Écoutez très bien. C'est ça le vrai souci, le requérant. Donc, Laurent Gbagbo a estimé, donc le requérant a estimé et il a soutenu que ses droits ont été violés durant la procédure pénale interne dont il a fait l'objet. Laurent Gbagbo estime que la condamnation qu'il a eue en Côte d'Ivoire, tous ses droits ont été violés. Donc, Laurent Gbagbo se rend maintenant à la Cour pour que la Cour se rende une décision sur sa condamnation, donc sur la forme de sa condamnation. Laurent Gbagbo n'est pas allé à la Cour pour aller dire qu'il n'est pas coupable. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo n'est pas demandé à la Cour de juger les faits sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'aurait pas fait. Non, c'est pas pour ça que Laurent Gbagbo est parti à la Cour. Donc, ceux qui font les panels qui sont en train de... Non, Laurent Gbagbo n'a jamais dit à la Cour, allez-y vérifier si j'ai braqué la BCEAO ou pas. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Ne rentrons pas dans ça. Puisque la Cour ne va pas juger si Laurent Gbagbo a braqué la BCEAO ou s'il n'a pas braqué. Laurent Gbagbo est parti devant la Cour pour dire tout le procédé qui a conduit à ma condamnation en Côte d'Ivoire, ce procédé-là, je ne le reconnais pas parce que tous mes droits ont été violés. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo est parti présenter une requête devant le tribunal en août 2020. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Laurent Gbagbo n'est pas parti là-bas pour dire je n'ai pas braqué la BCEAO. Écoutez bien, c'est pas pour ça qu'il est parti là-bas.
Donc la Cour ne peut pas rendre des décisions sur le braquage, elle n'est même pas compétente. Là, ce verdict qui a été donné ne concerne pas le braquage de la BCAO. Prenez note, on continue. Donc le requérant a soutenu que ses droits ont été violés durant la procédure pénale interne dont il a fait l'objet. Ok. Sur la violation alléguée du droit à une totale égalité devant la loi et du droit à une égale protection devant la loi, le requérant fait valoir que la dite violation a eu lieu lors de la procédure pénale interne qui a été ouverte contre lui. Voilà. La Cour a souligné que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire devant la loi ou d'une protection inégale de celle-ci. Première partie. Première partie. La Cour a souligné, écoutez très bien, la Cour a souligné que le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il a été victime d'un traitement inégalitaire devant la loi. Première décision. Ça, c'est très, très important. Laurent Gbagbo n'a pas, et ses avocats n'ont pas apporté de preuve qu'il a reçu un traitement inégalitaire devant la loi. Et ça, c'est la Cour qui le dit. La décision, elle est claire, sans embâche, sans ambiguïté. Ce traitement inégalitaire ne résulte pas non plus des pièces du dossier. Dans le dossier, on ne voit aucun traitement inégalitaire. La Cour a donné une décision claire. Par conséquent, la Cour a déduit que l'État défendeur n'a pas violé les droits du requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection devant la loi, telle que protégée par l'article 2 de la Charte, lu conjointement avec l'article 26 de la Charte. Est-ce que vous comprenez? La Cour a... Laurent Gbagbo a déposé tous les dossiers. La Cour estime qu'il n'y a rien qui prouve dans les dossiers que Laurent Gbagbo a envoyés que ces droits ont été bafoués en Côte d'Ivoire. Donc la Cour estime que son procès là, il était légal. La Cour n'a pas dit que Laurent Gbagbo a braqué ou pas. Pour le moment, on n'est pas dedans. Mais le procès, il était légal. Il s'est fait. La justice ivoirienne a fait son travail proprement. La justice ivoirienne n'a pas violé les droits de Laurent Gbagbo. C'est ce que la Cour dit. On continue. Sur la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, on avait dit Laurent Gbagbo estimait que la Côte d'Ivoire n'a pas fait droit à sa présomption d'innocence. Donc c'est comme si on l'a considéré dès le départ comme étant coupable des faits qui lui étaient reprochés. C'est ce que Laurent Gbagbo affirmait. Donc la Cour dit, sur la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, le requérant explique qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience de la chambre correctionnelle du tribunal pénal et du tribunal de première instance d'Abidjan en novembre 2017 en raison de sa détention à Scheveningen. Écoutez cette partie. Écoutez cette partie, c'est très important. J'ai dit, toutes les parties de ce texte-là sont importantes. Mais c'est vous qui devez, c'est vous tapoter. C'est vous qui devez tapoter, sinon je vais arrêter. Parce qu'actuellement j'ai soif, mais je suis là. C'est vous qui devez tapoter. Et écoutez cette partie. Parce que depuis longtemps, on dit que Laurent Gbagbo, c'est parce qu'il a la haine qui n'a pas pu répondre. C'est parce qu'il a... Mais la Cour en train de répondre, vous tapotez pas. Vous tapotez pas. La Cour vous répond, vous tapotez pas. Non, je suis déçu un peu. Lucas, il faut boire de l'eau, non qu'à tapoter d'abord. Tapoter un peu, tapoter. Je vois tapoter. Ou bien je monte à la régie. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Je dis là, les gars, là, vous allez souffrir. ça c'est le gingembre du blanc. C'est bon, les tapotages, c'est bon, on reprend. On reprend, les tapotages, c'est bon, on reprend. Ok, les tapotages, c'est bon, on reprend. Donc, Laurent Gbagbo dit que c'est parce qu'il était là, qu'il n'a pas pu répondre à sa convocation devant le tribunal de première instance d'Abidjan. On écoute maintenant. Sur la violation alléguée du droit à la présomption d'innocence, le requérant explique qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience de la chambre correctionnelle du tribunal de première instance d'Abidjan en novembre 2017 en raison de sa détention à Scheveningen. Ce qui a conduit à un jugement par défaut et à une condamnation à 20 ans de prison. Avant que la décision définitive ne soit prise sur son inéligibilité, sur son non, c'est ça. Et il a été considéré comme irrémédiablement coupable. De plus, le président de la CEI aurait publiquement affirmé en août 2020 que sa condamnation était irrévocable, influençant ainsi l'opinion publique et préparant le rejet de sa réclamation concernant sa radiation de la liste électorale.
La Cour a estimé. Oh non. Franchement, tapotez. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live là, s'il vous plaît. Maintenant, la décision de la Cour. Qu'est-ce que la Cour répond? La Cour a estimé que la CEI s'est conformée aux dispositions légales applicables et a tiré les conséquences. Écoutez très bien. Kubert, grand frère appelé, tagué, le grand frère, le papa Ibrahim Kubert Koulibaly, président de la CEI. Taguez-le, il va monter sur le panel. Taguez le président. Non, non, ils ont trop gâté le nom du monsieur là. Ils ont gâté le nom du monsieur là, cadeau. On continue. La Cour a estimé que la CEI s'est conformée aux dispositions légales applicables et a tiré les conséquences d'une décision judiciaire préexistante. Elle a en conséquence considéré que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la défense du requérant protégé par l'article 7 de la Charte en ce qui concerne sa présomption d'innocence. C'est-à-dire ça encore, la requête de Laurent Gbagbo a été rejetée. Là encore, c'est-à-dire Laurent Gbagbo dit, c'est parce que je n'étais pas en Côte d'Ivoire, donc c'est parce que j'étais à la CPI que je n'ai pas pu répondre devant le juge. Donc ça là, vous devez annuler la décision. La Cour dit, c'est pas parce que tu étais là-bas que tu ne devais pas répondre, parce que ton avocat, parce que c'est ce que ça veut dire, ton avocat pouvait se présenter. Et donc la CEI a respecté cette décision. La CEI s'est conformée aux dispositions légales qui sont applicables et a tiré toutes les conséquences puisque ta condamnation est devenue définitive. Ayant été, parce que la Cour a reçu la condamnation par itératif défaut. Elle a lu, elle a vu que la CPI n'a pas menti. Et la CEI n'a pas menti sur la condamnation. Donc, la Cour a estimé que la CEI s'est conformée aux dispositions légales applicables et a tiré les conséquences d'une décision judiciaire préexistante. Elle a en conséquence considéré que l'État défendeur n'a pas violé le droit à la défense du requérant. L'État défendeur, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, n'a pas violé les droits de Laurent Gbagbo. La Cour, écoutez très bien, je répète, la Cour africaine dit que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas violé les droits de Laurent Gbagbo. La Cour... Tapotez, il y a boire de l'eau. Tapotez. Tapotez, il y a boire de l'eau. Tapotez un peu, il y a boire de l'eau. Tapoter un peu. Donc la Cour estime que l'État n'a pas violé. L'État n'a pas violé les droits de Laurent Gbagbo. La Cour que vous avez soulevée là, la Cour que vous avez pris pour mettre sur votre tête, la Cour que vous avez mis au dos, la Cour que vous avez pris pour ramper, la Cour que vous avez pris pour marcher, la Cour dit, la Côte d'Ivoire n'a, écoutez très bien, la Cour dit, la Côte d'Ivoire n'a pas violé les droits de Laurent Gbagbo. Ces droits ont été respectés à la lettre. On continue. On continue. Sur la violation du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Écoutez, ça c'est la décision complète. Ça là, c'est pas résumé. Écoutez, c'est vrai, il y a les résumés, mais ça là, c'est la décision complète. Donc prenez votre tabouret. Maman, en tout, prends ton tabouret, arrête si tu travailles, arrête de travailler. Si tu manges, arrête de manger. Si tu te laves, arrête de te laver. Si tu dors, arrête de dormir. Maman, en tout, il faut arrêter. Merci. On continue. Sur la violation du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, le requérant a soutenu qu'il ne pouvait pas être déclaré inéligible que si sa décision de condamnation avait acquis force de chose jugée. Écoutez très bien. Le requérant estime que la condamnation n'avait pas encore acquis l'autorité de la force jugée. On continue. L'autorité de la force de la chose jugée. Or, selon lui, le jugement d'itératif défaut du 29 octobre 2019 ne remplissait pas cette condition, puisqu'il n'avait pas été régulièrement signifié et que les voies de recours demeuraient ouvertes. Donc, Laurent Gbagbo dit, maman, assieds-toi. Il dit, la décision qui a été prise contre lui le 29 octobre 2019 ne remplissait pas les conditions puisqu'il n'avait pas été régulièrement signifié. Ça veut dire qu'il n'a pas été régulièrement, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas présenté la décision, il n'était pas informé, il ne savait pas qu'il avait été condamné, il ne savait pas qu'il y avait procès, tout ça. Lui, il ne savait rien, il n'était pas informé. Donc, il estime que c'est nul et de nul effet. Donc, ça n'a pas autorité. Donc, lui, il avait encore des voies, des moyens de recours. Donc, lui, il ne calcule pas ça, puisqu'on ne lui a pas dit qu'il a été condamné. Donc, c'est ce qu'il dit à la Cour. Il dit, moi, on ne m'a pas dit que j'ai été condamné. Voilà, en français facile, il dit, on ne m'a pas dit que j'ai été condamné. On ne m'a pas informé. Voilà, ils ont fait ça dans mon dos. Mais moi, je ne suis pas informé. C'est un truc qu'ils ont fait entre eux là-bas. Ils ne m'ont pas informé. Maintenant, qu'est-ce que la Cour répond? La Cour répond. La Cour relève que le juge électoral
C'est fondé sur une condamnation pénale, considérée comme définitive pour apprécier la situation du requérant. Je répète, la Cour relève, c'est la Cour qui dit à Gbagbo maintenant, je te relève, je t'informe que, faut te rappeler que la Cour relève que le juge électoral s'est fondé sur une condamnation pénale, considérée comme définitive pour apprécier la situation du requérant. Elle estime que les restrictions en découlant s'inscrivent dans le cadre juridique applicable. La Cour, écoutez très bien, la Cour dit que le juge là, il a fait son travail. Est-ce que vous comprenez? La Cour dit que le juge a fait son travail. Le juge n'a pas fait quelque chose de mauvais. Il a fait son travail tranquillement et normalement, il n'a violé aucune loi. Donc, la Cour relève que le juge électoral s'est fondé sur une condamnation pénale considérée comme définitive pour apprécier la situation du requérant. Elle estime que les restrictions en découlant s'inscrivent dans le cadre juridique applicable. La Cour considère que l'État défendeur n'a pas porté atteinte au droit du requérant de participer à la direction des affaires publiques tel que protégé par l'article 13 de la Charte. La Cour encore dit à Laurent Gbagbo que le juge là, il a fait ce que la loi lui demande. C'est-à-dire la Cour a pris les lois de la Côte d'Ivoire. La Cour a regardé et la Cour dit ce que le juge a fait là, c'est légal, ça respecte la loi, tu n'as pas raison. Ça respecte la loi, tu n'as pas raison. Laurent Gbagbo encore, sur cette partie, il a tapé poteau. On continue. On continue. S'agissant des allégations de violation du droit d'accéder librement aux fonctions, ouais, ça. Oui. Voilà, merci beaucoup, c'est ça, on est arrivé là-dessus. S'agissant des allégations de violation du droit d'accéder librement aux fonctions publiques de son pays, ainsi que de celle du droit de voter et d'être élu. Ça veut dire cette partie-là. Laurent Gbagbo a dit à la Cour que dans mon pays, à cause de ça, là, je n'arrive pas à voter, je n'arrive pas à participer aux décisions de mon pays, je n'arrive pas à accéder aux fonctions publiques de mon pays. C'est cette décision qui m'empêche de me présenter aux élections présidentielles. C'est cette décision qui m'empêche de me présenter aux élections législatives. C'est cette décision qui m'empêche de participer à la vie politique dans mon pays. La Cour a relevé, donc on écoute maintenant la décision de la Cour. La Cour a relevé que le requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations. Laurent Gbagbo dit, la décision là l'empêche de participer, à l'élection présidentielle dans son pays. Et donc, cette décision lui est imputable. La Cour a relevé que le requérant n'a pas apporté la preuve de ses allégations. La Cour a décidé en conséquence que l'État défendeur n'a pas violé le droit de participer librement à la direction des affaires publiques. Voilà, l'État ne l'a pas empêché de participer à la direction des affaires publiques. On continue. On continue. N'ayant pas constaté de violation à l'égard du requérant. Et ça, on va arriver maintenant à la conclusion. Là, on a la conclusion. On a la conclusion. N'ayant pas constaté la violation à l'égard du requérant, la Cour a rejeté les demandes de réparation. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo a perdu son procès devant la Cour. Laurent Gbagbo a perdu le procès sur le fond, dans le fond, parce que Laurent Gbagbo avait demandé des mesures provisoires. Et après ça, la Cour maintenant devait se prononcer sur le fond. La Cour a pris une décision provisoire, elle a pris une décision provisoire, et là maintenant nous sommes sur la décision dans le fond. Dans le fond, Laurent Gbagbo a perdu son procès, et donc la Cour n'ayant pas constaté de violation à l'égard du requérant, la Cour a rejeté les demandes de réparation. La Cour a décidé que chaque partie supporte ses propres frais de procédure. Ça veut dire que si tu as dépensé l'argent pour porter plainte, tu as pris les avocats, tu as pris tout et tout, chacun va supporter ses frais. L'État de Côte d'Ivoire, parce que si la Cour avait condamné l'État de Côte d'Ivoire, la Cour pouvait demander à la Côte d'Ivoire de verser un certain montant à Laurent Gbagbo, donc de rembourser ses frais d'avocat. Mais donc, comme Laurent Gbagbo a perdu le procès, la Cour a décidé que chaque partie supporte ses frais, ses propres frais de procédure. Laurent Gbagbo a perdu le procès en 2025. Maintenant, ce que je veux faire, pour que la discussion soit plus il y a beaucoup de gens sur le panel, je vais faire monter au moins 2 opposants, 2 pro-Gbagbo, qui ne vont pas fuir leurs responsabilités. Qui ne vont pas fuir leurs responsabilités. Est-ce qu'il y a... Est-ce que les opposants sont là? Oui. Est-ce que les opposants sont là? Oui. Il n'y a pas un qui a quai.
Hier, Nsan a été déstabilisé. Mon frère Nsan, il est parti dans les sentiments. Il dit, mais pourquoi Ouattara ne veut pas? Donc c'est Ouattara qui ne veut pas. On n'a pas parlé de veut ou bien ne veut pas ici. On dit, qu'est-ce que la décision a dit? Je ne veux pas quelqu'un qui va venir dire pourquoi Ouattara, non, pourquoi le président Ouattara n'a pas fait. Non, je ne veux pas ça ici. Je veux des opposants qui vont venir nous décrypter avec les lois, avec les tests de loi. Tout et tout. Avec les tests de loi, c'est tout. Voilà, donc je cherche 2 opposants rapidement. Voilà, ok, il y a un qui est là. Lui, quand vous êtes opposant là, mettez trop, c'est trop. Déjà, on sait que c'est vous. Je cherche un deuxième opposant. Qui est opposant? Écrivez dans les commentaires. Ah, Joe Cool. Ok, d'accord. Non, si vous dites que vous êtes opposant et puis vous venez ici, vous venez faire autre chose. Ah, non, ça sera compliqué. Allez-y demander à Maître Abiba de venir sur ce panel. Parce qu'elle ne pourra pas démontrer. Je dis, je mets quiconque au défi dans la sphère juridique en Côte d'Ivoire de venir nous démontrer quelque chose ici. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne parce que cette décision, elle est tellement claire et nette. Je cherche encore un troisième opposant parce que peut-être que Ambé Zérebitian. Ok, d'accord, je te prends. Ambé Zérebitian. Ok, je te prends. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de souci, c'est bon. 3 opposants. Déjà, je pense qu'ils pourront faire l'affaire. Je pense qu'ils pourront bien défendre leur thèse. Ok. Bon. Donc, moi, je fais mon speech. Après, le président Parigo prend la parole. Après, on va laisser les opposants. Beira, est-ce que tu peux gérer la modération? Tu es disponible pour gérer la modération? Dans tous les cas, je suis là. Aujourd'hui, je ne travaille pas. Je ne travaille pas aujourd'hui, donc je suis là. Non, en fait, voilà. Je n'ai pas de Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis là, je ne dors pas, je ne mange pas, je ne bouge pas, je bois de l'eau seulement. Aujourd'hui, je fais jeûne. Aujourd'hui, je jeûne. Donc, ce que j'aimerais dire, déjà pour commencer, c'est que allons d'abord sur une base. Allons sur la base de ce que la Cour africaine a dit. La Cour africaine a rendu une décision provisoire en 2020, demandant à l'État de Côte d'Ivoire de prendre tous les de trouver par tous les moyens, donc de prendre tous les moyens disponibles possibles pour remettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire, dans cette décision provisoire, a estimé que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples devait maintenant lui donner le procédé. Donc la Côte d'Ivoire a envoyé un courrier à la Cour africaine pour dire, vous nous avez envoyé une ordonnance. On est d'accord avec ce que vous avez envoyé. Maintenant, dites-nous comment appliquer cette ordonnance. La Cour dit, débrouillez-vous. La Côte d'Ivoire dit, on ne peut pas se débrouiller. Donc, on va sortir. Parce que vous nous envoyez une décision qui est inapplicable. On ne peut pas l'appliquer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La décision définitive est sortie. Mais est-ce qu'il y a... Bon, je n'ai pas envie de lancer toutes mes balles. Je vais me calmer, laisser la parole aux autres. Et puis, je reviendrai après les opposants. Président Parigo, est-ce que tu es là? Parce que le panel vient de débuter. Président Parigo, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Ok, nous t'écoutons. Bonjour, bonjour. Tout à l'heure, j'étais sur le panel de soldats de Gbagbo. Et donc, le gars, il m'a fait monter parce que lui, il est d'accord toujours avec le débat contradictoire. Il y avait un monsieur qu'on appelle Olivier Blé, le Libérien incohérent, qui malheureusement a estimé que moi, je ne peux pas être sur le panel parce que je suis guinéen, que ce n'est pas un débat de CEDEAO. Bon. Voici d'abord la première des incohérences. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on compte sur les pays de la CEDEAO, les pays de l'AES, pour venir renverser le président Alassane Ouattara, et puis en Côte d'Ivoire, ne pas aimer ses ressortissants. Et ça, c'est la première des incohérences. Donc, s'il y a des pays de l'AES qui m'écoutent, je veux que vous sachiez que le président Laurent Gbagbo et son parti ne sont pas de la gauche. C'est des extrémistes, c'est des gens de l'extrême droite qui ne veulent pas assumer leur posture. Voilà. Et donc, je préfère vous parler pour que vous sachiez que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Voilà. Ça, je voudrais faire cette précision. Mais le débat était tout sur quoi? Avant que je vienne sur le sujet du jour. OK? C'est l'alliance entre Guillaume Soro et Gbagbo Laurent. Voilà. Voici le sujet. Et comme le camp que vous connaissez, les extrémistes parmi les extrémistes, qui sont opposés à cette alliance. OK? Et puis, j'ai entendu Marie-Jeanne dire que oui, nous, on n'a pas dit, on n'est pas con. Le fait qu'on a vu RGPS et un monsieur qui allait représenter, que ça nous apaise un peu.
Mais concernant Guillaume Soro, qui a commis les crimes les plus abominables, parce qu'on nous dit que c'est Soro qui est derrière le RGPS, eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Bon. Et là, depuis hier, ils sont en train de se taper dessus. Et j'ai appris sur ce panel que le 5 juillet prochain, qu'il aura la signature d'un accord entre le PPACI et le RGPS. Bon, ce que je voudrais préciser ici, c'est que moi, je ne suis pas. Ce que je voudrais préciser ici, c'est que je ne suis pas un militant du RGPS. Donc, pour le moment, on ne va pas parler, on va attendre que ce communiqué-là, cette signature-là soit rendue publique avant de tirer vraiment toutes les conséquences. Donc, je reviens au sujet. C'est toujours la même rhétorique. Hein. Tout à l'heure, le président Lucas vient de nous lire ce document. Hier, tout le monde m'appelait, mais j'étais en train de travailler. Et donc, vous savez, depuis qu'il y a eu un temps où je me suis arrêté, je faisais l'objet d'attaques les plus ignobles de la part de mes supposés camarades, et j'avais arrêté de travailler. Bon, quand on a des responsabilités, qu'on doit faire tourner une entreprise, il y a des charges. Donc, je paye près de 500 à 600 euros d'assurance par mois. Donc, vous imaginez, quand vous ne travaillez pas, mais vous êtes quand même obligé de payer l'assurance. Donc, j'ai repris le travail, c'est pourquoi on ne me voit plus faire trop de panels. Mais le sujet en valait la peine. Donc, beaucoup de personnes m'ont appelé hier, m'ont joint. Ils ont dit qu'il y avait un panel chez Sissi, où il y avait plus de 1000 personnes connectées, où les gens, comme Lucas le disait tout à l'heure, je voudrais profiter aussi pour te dire merci, cher frère, voilà, pour ton soutien, pour ta cohérence, pour ta constance, et puis pour ta solidarité. Voilà, saluer Fils du Noble, saluer Béra, saluer toutes ces personnes. Hein, voilà, Sissi, qui m'ont apporté leur amitié pendant ces moments où les gens avaient décidé de me potofier. Mais ce matin, Lucas a dit... Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est qui? Non, c'est Béra qui te salue. Ah, ok, d'accord, ok. Merci beaucoup, mon frère. Donc, vous savez, tout à l'heure, le président Lucas disait, écrivez en bas Parigo, prophète Parigo. Bon, je n'ai pas envie d'avoir je vous dis merci, mais je n'ai pas envie d'avoir la prétention d'être un prophète. Vous savez, j'ai fait que la politique depuis que je suis adolescent. J'ai rencontré les dirigeants de ce monde. J'ai vu François Fillon, Premier ministre, en fonction. J'ai vu David Doué, ministre des Sports français, en fonction. J'ai vu Tidjane Gadio, président de l'Assemblée nationale, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, en fonction. J'ai vu le Premier ministre Charles Konan Bani, en fonction. J'ai vu le président Laurent Gbagbo, en fonction. La liste est longue. Voilà, de toutes les personnalités, voilà, Dosso Moussa qui a fait 25 ans de ministère. Donc, j'ai vu, au fait, j'ai compris le code du monde. Je sais comment le monde fonctionne. Quand je vais poser la question tout à l'heure au président Lucas de me dire, dans un pays, qui est le garant des institutions républicaines? C'est qui? Dans un pays? C'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est lui le chef de l'État. Et quand on dit les institutions républicaines, la justice fait partie des institutions républicaines. Aucun juge ne sera au-dessus du chef de l'État. C'est-à-dire, allons sur la base de ce qui vient de se passer au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. C'est-à-dire, entre l'Israël et l'Iran. Pour illustrer mes propos, parce que je vais faire des illustrations. Quand je dis aux gens, venez souvent prendre des masterclass, venez écouter. Ça va vous aider et ça va vous éviter de commettre les mêmes erreurs que nous, là, on a commis par le passé. Donc, nous, là, on va vous parler pour vous faire éviter les erreurs que nous, on a eu à faire. Chers jeunes frères. Est-ce que vous comprenez? L'Iran, l'Israël attaque tous les pays. Mais, qui a vu... Ils sont allés arrêter le premier ministre israélien. Il a bombardé, détruit la Palestine, des hôpitaux. C'est-à-dire ce qui rentre dans le cadre du crime contre l'humanité. Qui en parle? Ça n'intéresse pas les gens.
Même ce matin, je ne sais pas si c'était ce matin ou hier, il y a eu 65 personnes qui ont été déjà en Palestine. À peine même que la guerre s'est arrêtée entre les deux pays, ils avaient oublié la Palestine. Il y a eu 65 personnes qui ont été déjà. La vie continue. On n'est personne dans ce monde. Même le meilleur président du monde, même le prophète Mohammed Salim, jusqu'aujourd'hui, là, on parle de lui. Mais quand on est devant la mosquée, c'est là on pense à ses recommandations. Sinon, nous sommes des pauvres pécheurs. Donc, je reviens pour dire que l'Iran et l'Israël, l'Israël attaque l'Iran. L'Iran, c'est pas assis pour dire il faut une réunion du Conseil de sécurité. Hein. L'Iran, c'est pas assis pour dire non, le droit international est violé, notre frontière est violée. Ils se sont défendus. Et ils se sont préparés en fonction. C'est-à-dire, depuis des années, là, l'Iran a su qu'un jour va arriver où l'Israël va l'attaquer. Et puis, ce qui s'est passé là, devant vous là, c'est coranique. Hein? Ce qui s'est passé là, c'est coranique. Ok? Donc, bref, personne ne viendra te défendre. Et aucune institution internationale ne viendra se substituer en lieu et place des institutions républicaines. Je travaille avec l'ONU. J'étais président de la société civile à Mans. Les forums de réconciliation que vous avez vus là, en Côte d'Ivoire, là, pour moi, là, ça a été organisé. Celle qui était chef même de communication de l'ONU, là, c'était mon ami. Est-ce que vous comprenez? Donc, je sais comment l'ONU fonctionne. Je sais comment la communauté internationale fonctionne. Je connais les règles du jeu. Je connais le code du monde. Je sais comment le monde fonctionne. Et pour mieux comprendre le fonctionnement du monde, il faut faire ce qu'on appelle le réel politique. C'est la force qui donne un sens à la justice. C'est la force qui met la justice en place. Aucun juge, je dis bien aucun juge, ne quittera le palais de justice pour aller appliquer sa propre décision. C'est-à-dire quand le juge a fini de faire son travail là, il prend, il donne au ministre de l'Intérieur pour exécution. C'est pourquoi on dit le pouvoir exécutif. Si le juge décide et puis l'autorité publique dit bon, écoute, on a policier qui est gâchon là, il n'a qu'à aller exécuter la décision. Est-ce que vous savez qu'il y a des décisions de justice là qui sont en Côte d'Ivoire? Les gens, ils ont les décisions, mais ça n'a jamais été appliqué. Est-ce que vous savez ça? Lucas, est-ce que vous savez ça? Oui. Il y a des gens... Oui, justement, c'est l'exécutif qui exécute. Voilà, c'est l'exécutif qui va aller exécuter les décisions de justice. Le juge ne va pas aller exécuter. Est-ce que vous comprenez? Donc, la réalité, c'est quoi? C'est que cette décision-là, j'entends les gens dire, mais la Côte d'Ivoire s'est retirée. Mais c'est que vous n'avez rien compris dans le fonctionnement de la justice. Moi, quand j'ai saisi la justice, qu'on ne peut pas condamner l'autre partie parce qu'elle est absente. Non. Au fait, il faut que vous compreniez le fonctionnement. Et le président Lucas vient de vous lire tout à l'heure le contenu. C'est le président Gbagbo qui a saisi la juridiction. Et il a dit, j'ai été injustement retiré de la liste électorale. Pour telle condamnation, mes droits ont été violés. Mais si l'État de Côte d'Ivoire ne se présente pas là, ça ne veut pas dire que Gbagbo a raison. Si l'État de Côte d'Ivoire se retire, ça ne veut pas dire que Gbagbo a tort. Ça ne veut pas dire que Gbagbo a raison. La justice va quand même se prononcer sur les éléments à sa possession. Président Lucas, voilà, ce que je suis en train de dire là, si je dis ce que je dis, si ce n'est pas vrai, il faut me recadrer. Voilà. C'est-à-dire, j'ai dit, quand tu as saisi la cour, c'est toi qui envoies tes éléments. C'est toi qui saisis là. Toi qui intentes l'action là. C'est toi qui envoies tes éléments. Maintenant, ils vont signifier par voie légale ou juridique ou par voie d'huissier, voilà, la partie défenderesse ou la partie adverse. Alors, cette partie-là peut décider de se présenter ou de ne pas se présenter. Cette partie peut dire, je ne reconnais pas la compétence de la Cour. Mais ça n'empêche pas la Cour de faire son travail. Hein.
Je ne suis pas en train de rentrer dans le fond du dossier. Mais la Cour a statué sur les éléments que le président Gbagbo a mis à sa disposition. Moi, je ne suis pas là pour juger. Est-ce qu'ils ont eu raison de dire ce qu'ils ont dit? Mais je reviens à ma posture d'avant. C'est-à-dire ma posture d'avant, depuis le début. J'ai voulu faire éviter l'humiliation à l'opposition. Particulièrement à mon camp. La honte ou le désarroi. Parce qu'il y a des événements sur lesquels on peut anticiper. Parce que j'ai compris. Frère, et regarde. Et autour de nous, regardez au Gabon, regardez au Tchad, regardez au Mali, regardez au Burkina, regardez en Guinée. Est-ce que le monde s'est arrêté? Le monde continue sa marche. Donc, je dis, allons au dialogue. À travers le dialogue, trouvons des solutions à nos problèmes. Mais les gens ont commencé à m'insulter. Oui, vous voulez montrer que Ouattara, il ne veut pas discuter. Est-ce qu'il veut discuter? Mais est-ce que quand Ouattara était dans l'opposition, là, lui, il courait derrière vous pour discuter? Il a équilibré ce qu'on appelle le rapport de force. C'est ça qui a amené Gbagbo à discuter. Maintenant, vous, là, regardez le niveau de la division, de la dislocation, le niveau du morcellement. Regardez les antagonismes. Et ça dit tout à l'heure, j'étais sur le panel de soldats de Gbagbo, mais c'est terrible les mots qui sortent au fait. Mais attends, est-ce que c'est censé de se mettre ensemble, de vous à moi, parce qu'on veut faire partie à dos du pouvoir? Ça dit moi là, quand je regarde là, je préfère l'esclavage des ados à la liberté de cette opposition. Parce que, aide-moi à détester. Mettons-nous ensemble pour dégager. Mais si on se met ensemble, mais nous, notre guerre, là, mais elle sera plus tranchée que ce qui nous oppose à Ado. Et je suis arrivé à une conclusion. Vous voyez, le dernier congrès et la réaction du président Ouattara m'a amené encore à me conforter dans ma posture. Que je suis prêt, je suis un analyste politique. Et là, aujourd'hui, moi, c'est mes communications avec Kogora où on faisait les débats avant. Là, que mes amis prennent aujourd'hui, oui, va de Parigo. Parce que Kokora, aujourd'hui, on le prend, lui, il intervient sur NCI. Il représente la diaspora. Mais Kokora me respecte, moi, je le respecte. Il me connaît en matière de débat. Moi aussi, je le connais en matière de débat parce qu'on a appris à nous respecter. Au RADP, là, lui, on le valorise. À GPS, là, c'est-à-dire l'équivalent de Kokora, on cherche à le descendre. On cherche à le rabaisser. On cherche à le réduire à néant. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les gens sont tellement aveuglés, obnubilés par la haine, que je les ai même conté l'histoire de Joseph. Au moment où ses frères s'apprêtaient à le mettre dans la pluie, il est en train de prier son Dieu. Il est en train de prier notre Dieu pour ne pas qu'il punisse ses frères. Mais ça n'a pas empêché à Joseph, malgré qu'on lui a refusé la succession de son père, d'être le premier ministre d'Égypte, d'être le gouverneur de l'Égypte, d'être même le conseiller du pharaon, d'être même le chef du pharaon. Parce que le pharaon lui dit, tu seras le gouverneur. Mais toute l'Égypte, c'est toi qui vas gouverner l'Égypte. Et moi, je suis seulement le pharaon. Parce que toutes tes décisions me sied. Parce que tu m'as montré que ton Dieu, là, c'est le vrai Dieu. Donc, quand moi je reviens au sujet et que je dis, allons au dialogue, le congrès du RADP m'a donné raison. Regardez d'abord la mobilisation. À Paris et à Abidjan, historique. Ce peuple-là, c'est mon peuple. Cet électorat-là, c'est mon électorat. Est-ce que quelqu'un peut se couper d'un tel électorat et puis espérer que lui, il va créer notre électorat qui est socialement notre base sociologique, qui va être encore plus puissant que ça, même si ce n'est pas plus puissant que ça, est-ce qu'on peut faire la politique aussi sans avoir besoin d'être en de bons termes avec cet électorat? Parce qu'on peut avoir un divorce idéologique avec le président Alassane Ouattara. L'histoire m'a donné raison. J'ai dit allons au dialogue. Le président Ouattara n'a plus besoin de nous. C'est nous on a besoin de lui. Parce que lui, il a été président de la République.
Nous, là, on n'a pas encore été président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit, Parigo a dit non au 3e mandat. Aujourd'hui, il dit oui au 4e mandat. Mais je suis à l'aise quand j'en parle. D'abord, on va parler du 3e mandat. En 2020, on a tous dit que c'est illégal, c'est inconstitutionnel. Mais nos alliés, là, ils sont où? Ils sont députés. Ils sont maires. Ils profitent de la rente viagère. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils font des meetings. Ils rencontrent les gens. Ils parlent aux populations. Ne quittez pas. Je ne sais pas le gars là. Lucas, on l'attend ou bien on peut prendre la parole aussi. Voilà. Donc je suis là. Je reviens pour dire que le président Ouattara, d'ailleurs, il n'a plus d'ambition. Il n'a plus d'ambition parce qu'il a été président. Il est président. Donc, moi, je le préfère, ok, qu'il soit encore candidat parce qu'il n'aura pas une autre ambition après ça. Donc, il peut rendre Soro fort, il peut nous aider à régler tous nos problèmes. Mais s'il positionne quelqu'un d'autre, cette personne-là, il ne va pas rendre Soro fort. Hein. Il ne va pas repositionner un adversaire qui va venir l'empêcher de faire son 2e mandat de 2030 à 2035. Mais c'est ça qu'on appelle le réel politique. Mais le vieux a fait le congrès, il a dit, je vais réfléchir et je vais rendre ma décision. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit, je vais réfléchir, je vais rendre ma décision, ça veut dire que la décision là, elle n'est pas encore prise. Ça veut dire que cette personne n'est pas loin de la retraite politique. Si j'ai pu attendre 15 ans, ce n'est pas 5 ans que je ne peux pas attendre. Et pendant les 5 ans là, je sais qu'il peut régler beaucoup de choses. Tout ce qu'on demande, réhabilitation, tout ce qu'on demande, annulation des condamnations, tout ce qu'on demande, réintégration, tout ce qu'on demande, réconciliation, ça peut même être le mandat de l'apaisement et de la réconciliation. Donc on n'a pas besoin de surcroît pour un pouvoir pour lequel on s'est battu pendant des années. Et c'est nous là, on va être pressés que ce pouvoir n'a qu'à partir parce qu'on n'est pas content. Oui, ça c'est humain, on peut ne pas être content. Mais ne pensons pas individuellement à nos intérêts. Pensons à l'intérêt de la collectivité pour construire demain, pour préparer demain. Parce que ce qu'on sème aujourd'hui là, c'est ce qu'on va récolter demain. Donc, nous on a posé le problème de manière claire, après moult réflexions, après nos relations, nos amitiés, nos marches, après avoir tiré toutes les conséquences de tout ça. Et on estime que le président Ouattara et le président Guillaume Soro ont été très proches. Ils sont proches, ils sont de la même région. Ils sont presque de la même famille. Ils ont partagé des moments de peine ensemble, des moments de grande difficulté. Il peut y avoir des moments où il y a des incompréhensions. Vous pouvez vous quitter, mais sachez un jour vous retrouver. Voilà pourquoi nous on a posé le débat allant dans ce sens-là. Et surtout dans l'intérêt de notre leader. Parce que si on met dans notre tête que c'est Ado qui a obligatoirement besoin de nous, c'est qu'on a tout faux. Dans la mesure où lui, il n'a plus d'ambition présidentielle, il est président. Mais c'est nous, on cherche à être président. Le RADP peut poser, les jeux du RADP peuvent poser des actes, ça ne dit rien aux gens parce qu'ils sont au pouvoir. Mais c'est aux opposants de rassurer la population, de dire, quand telle personne ne sera plus là, nous, on va faire mieux. Et voilà ce que nous comptons faire mieux. Mais nous, on ne rassure pas. Notre responsabilité, c'est que les opposants, certains font, c'est d'effrayer la population. C'est de rentrer dans des considérations qui ont eu des conséquences par le passé et qui peuvent encore avoir des conséquences encore à l'avenir. Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai tiré mon frein à main, je regarde, et j'ai dit, ils ont dit ici, oui, Parigo est en train de dire, oui, la décision de la Cour africaine, c'est pas valable, j'ai dit, qui devait faire appliquer? C'est la conférence des chefs d'État. Mais la conférence des chefs d'État a fait quoi? Ils ont fait quoi? Bon, maintenant, la Cour vient de rendre cette décision-là. Je ne sais pas si c'est pour Babo seul ou bien il y a pour Soro dedans, je n'en sais rien. Peut-être le président Lucas nous le dira tout à l'heure. Mais après, qu'est-ce qu'il va s'appuyer encore sur quoi? Si la Cour même
s'est prononcé sans même les conclusions de l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est sur quoi maintenant lui va s'appuyer. La légalité, le fait qu'il soit retiré de la liste électorale, il va s'appuyer maintenant sur quoi? Donc, moi, je ne sais pas être prétentieux de dire que je suis un prophète, mais j'essaye d'être objectif. Voilà, j'essaie de faire des analyses objectives. J'essaie de faire ce qu'on appelle le réel politique. Parce que la finalité, qu'est-ce qu'on cherche? Parce qu'on ne peut pas rester dans une marche et puis en même temps dire « Ah, lui là, il m'a parlé mal. Ah, lui là, il m'a marché dessus. Lui là, il m'a fait... » C'est quand tu finis tout ça là. C'est ce que mon père me disait. Qu'avant de dire « Aliamoud Laï dans la vie », c'est-à-dire avant de dire un jour de t'asseoir, tu dis « Ah, Dieu merci. Ah, ça a été difficile. Mais je suis quand même arrivé. » Mais c'est que tu as dit beaucoup de Subhanallah. Subhanallah, je ne sais pas comment prononcer ça en français, mais tu as fait beaucoup de aïe aïe. Tu t'es caché beaucoup pour pleurer. Tu as eu beaucoup de peine. Tu as eu beaucoup de difficultés. Pureté à Dieu. Et, merci. Et le président Gbagbo qui est là, voilà, pureté à Dieu. Ok? Le président Gbagbo qui est là, il est parti en prison 2 fois. Mais il n'a pas arrêté. Mais c'est le jour où il est arrivé là. C'est ce jour-là, on s'assoit et puis on dit truc. Mais nous, on veut rester dans le combat et puis chercher à faire l'état des lieux. Ça là, c'est arrivé à lui là. Ça là, oui, ça c'est des faits. C'est des faits. C'est comme le président Ouattara. Il a eu de grandes difficultés ici. On parle de sa maman. C'était public. Auditionné pendant combien d'heures? On lui a même dit si elle n'avait pas eu son enfant avec un autre papa. On lui a même dit qu'il n'était pas le fils de son père ou il n'était pas le fils de sa mère. Il a échappé à un enlèvement. Son épouse a échappé à un enlèvement en plein plateau au moment de la transition militaire. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de ça. Il a fallu le maestria de sa sécurité ces jours-là et du chauffeur qui roulait la voiture de Mme Dominique Ouattara ces jours-là. Des gars de quoi ont été arrêtés. Toute la direction du RDR, un jour, s'est retrouvée en prison. Tous, y compris la tante Ariel Dagri Diabaté, Amadou Gon Koulibaly, Kafana Kone, et la liste est longue. Ali Koulibaly. Donc, je peux citer encore d'autres choses qu'ils ont vécues. Mais aujourd'hui, le monsieur est président. Ceux qui ont tenté de le tuer chez lui, jusqu'à ce qu'il saute la clôture pour se retrouver chez l'ambassadeur de l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas eux aujourd'hui qui demandent qu'ils prennent un acte? C'est-à-dire quand vous regardez tout ça, vous devez voir une profondeur spirituelle dans tout ce qu'on vient de citer. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a un habit de chef. Mais on ne peut pas vouloir des omelettes et ne pas accepter la poule. On ne peut pas, et c'est pour ça que je voudrais terminer par là, puisque je ne suis pas seul. L'imam qu'on appelle l'imam Prosoro a fait une publication sur sa page où il a dit que Dieu inspire le président Alassane Ouattara pour qu'il prenne un acte d'amnistie générale en faveur des leaders politiques. Je suis allé mettre en bas. J'ai dit, mais imam, ils vont vous insulter. Hein. C'est la même chose que nous on a dit. Mais l'inspiration ne doit pas venir seulement du président Ouattara. Il faut aussi dire que Dieu inspire ceux qui ont besoin de cet acte. Que Dieu les inspire. Parce que l'inspiration, là, quand on fait la prière, là, il faut prier pour tout le monde. Quand on veut quelque chose, on veut une belle femme, là, on la drague. Quand on veut une femme, là, on veut qu'une femme tombe amoureuse de soi, là, on la drague. On pose des actes qui montrent à la femme qu'elle peut être en sécurité avec cet homme. C'est ça la réalité. Donc, vous avez tous suivi nos prises d'armes. Je ne suis pas en train de dire que les autres font des efforts, ils ne font pas des efforts. Mais je pense que celui qui a besoin de faire plus d'efforts, là, c'est notre camp. Dans tous les cas de figure, l'autre, il est chef d'État. Il a une fonction constitutionnelle, une fonction présidentielle qui fait, c'est lui le chef de l'État. C'est lui aujourd'hui qui incarne les institutions républicaines. Donc si on a besoin, parce qu'il y a 2 choix. Soit le choix de la confrontation, où vous l'obligez à prendre ses actes, soit vous posez des actes de dialogue, des actes d'apaisement qui peuvent concourir à l'amener à prendre des actes. Mais toute personne qui pense, qui propose, est injuriée, est rabaissée, est humiliée, est mis au poteau, et c'est vraiment dommage. Donc, voilà un peu, Lucas, ce que je pouvais dire.
Merci, Président Parigo. Merci. Comme tu as dit, la requête de Soro Guillaume a été jugée irrecevable. Donc, lui, ils n'ont pas rendu de décision, mais sa décision a été jugée irrecevable parce que la Cour dit qu'il n'a pas épuisé tous les moyens de recours au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je n'avais pas cette information. Vous voyez, est-ce que quand la dernière fois me dit, Parigo est en train de dire, oui, la décision de la Cour, voilà, on a 2 décisions de justice. Il a dit, oui, c'est ce qu'on a dit. On avait 2 décisions de justice avec nous, jusqu'à ce que la Cour se prononce sur la recevabilité ou non de la requête. C'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour le président Laurent Gbagbo. Ils ont les éléments, ils se sont prononcés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, si on va maintenant vers le pouvoir, pour dire on veut discuter, est-ce que le pouvoir va vouloir discuter avec nous? Non? Puisque depuis le début, hein? Oui, Amson, tu peux rencontrer ce que tu veux. Si tu ne veux pas m'entendre, tu quittes le panel. C'est aussi simple que ça, Amson. Voilà, c'est pas obligé d'être ici. Président, il ne faut pas les calculer même. Je vois les commentaires depuis. Vas-y, nous on est content de t'écouter, c'est l'essentiel. Voilà, faut pas répondre à ce genre de commentaires même. Il faut continuer. C'est comme tu te bats avec quelqu'un. Vous vous battez. Et puis, on vient vous séparer. C'est comme l'Iran et l'Israël. On dit, bon, arrêtez. L'Iran dit, non, je ne veux pas. Israël dit, je ne veux pas, ok? On dit, bon, battez-vous. Vous battez. Et puis on dit, bon, Amérique même vient dire, ils n'ont qu'à faire la paix. Et Amérique dit, l'Iran a déjà accepté. Les gens ont dit quoi? On dit, lui aussi, il a trop facilement accepté ça. C'est comme 2 personnes sont en train de se battre, et puis vous vous battez. Au moment où vous êtes fatigué, personne ne veut vous séparer. C'est vous, maintenant, vous cherchez quelqu'un pour venir vous séparer. Aujourd'hui, si la Cour dit que la requête est irrécevable, on s'appuie maintenant sur quoi? On a quoi? Or, cette décision-là, elle n'est pas susceptible de recours. On dit qu'elle est irrécevable. Maintenant, si elle est irrécevable, est-ce qu'avant, quand moi, je parle de dialogue, et qu'on avait dialogué, parce que j'ai estimé depuis le début, lorsque cette Cour a demandé à la Côte d'Ivoire d'appliquer sa décision et lui a donné un délai d'1 mois pour lui faire un rapport de l'application de sa décision. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas contentée de dire, c'est le président Ouattara lui-même qui dit qu'il ne va pas appliquer cette décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à la Cour. Donc, en retirant sa déclaration de compétence, mais le message est clair. Hein? La Côte d'Ivoire se met dans une posture. Et la Côte d'Ivoire réaffirme, ici, là, sa souveraineté. Pour dire, moi, je ne vous reconnais pas. Je ne reconnais pas la décision. Je ne l'appliquerai pas. De vous à moi, est-ce qu'un État membre qui ne respecte pas la décision de la Cour, est-ce qu'il ne devait pas y avoir de moyens de coercition? C'est comme un juge prend la décision de condamner quelqu'un, et puis cette personne dit, je ne reconnais pas la décision. Mais c'est au juge de se donner les moyens, de demander à la force publique, de réquisitionner la force publique, pour que cette personne soit amenée de force, ou bien en prison, pour que la décision puisse s'appliquer à lui. Mais quand la Côte d'Ivoire refuse la décision, mais l'histoire a fini par donner raison à la Côte d'Ivoire. Parce que la Cour n'a aucun moyen de pression, n'a aucun moyen de coercition. Et l'instance suprême au-dessus de la Cour, c'est la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Mais il n'y a même pas eu. En fait, moi, cette décision-là, je n'en parle pas. Elle ne m'intéresse pas. Ils m'ont attaqué pour ça parce que moi, je n'en parle pas, je ne la respecte pas. Pourquoi? Parce que depuis le début, la conférence des chefs d'État a montré que cette Cour-là, ces décisions n'ont pas de valeur. Sinon, qui devait interpeller l'État de Côte d'Ivoire dans la mesure où le président Ouattara lui-même qui dit que je ne vais pas appliquer la décision, je ne la reconnais pas, est membre de la conférence des chefs d'État. C'est comme un député pose un acte, il est assis à l'Assemblée nationale, et puis ses collègues députés ne lui disent rien. Mais ça veut dire que l'Assemblée est d'accord, ça veut dire que la conférence des chefs d'État est solidaire de la décision de l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi quand j'ai commencé l'illustration de mes propos, j'ai essayé de définir d'abord la fonction de chef de l'État, la fonction souveraine d'un chef de l'État.
Donc, ça sert à quoi d'aller saisir cette cour-là si sa décision n'est pas applicable? Si sa décision ne peut pas être appliquée. Ah ouais. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça Merci beaucoup, Président Parigo. Merci. Merci. Lucas, merci moi, beaucoup. je vais faire ma prise de parole Oui, rapidement. attends, il y a l'enfant du peuple qui est en haut, il ne s'est pas prononcé, et puis il va se prononcer, puis après on va se... l'enfant du peuple, il faut monter, tu vas te prononcer. Toi aussi, tu es trop pressé. Quand on est occupé, là, on ne veut pas se panel. Ouais, mais Lucas, moi-même là, Lucas, Faut monter, tu vas intervenir, et puis tu vas partir. Calmez-vous les gars, s'il vous plaît. Il est là il y a longtemps, il faut laisser, il va se prononcer, il va partir. Oui, lui aussi, il est opposant, il faut te calmer. Après, lui, tu vas te prononcer. On est là, l'enfant du peuple. On est là, on va parler. Ok, d'accord. Comme il est là il y a longtemps, j'aime pas vraiment frustrer les gens. L'enfant du peuple, vas-y. Ok, bonjour frère Lucas. Bonjour à tous les panélistes. Bonjour. Quelqu'un qui me connaît même pas, il dit je suis gros chômeur. Alors, frère Lucas, merci pour la parole que tu me donnes. Désolé, je suis descendu parce que comme je dois me préparer pour aller au boulot, et bon, le frère Parigo, ça faisait plus de 30 minutes qu'il était en train de parler. Et bon, mon temps est presque arrivé, c'est pour ça que je suis descendu. Mais bon, pour ton respect, je suis remonté. Alors, je souhaiterais que ça sera bon que tu affectes un temps à chacun. Quand c'est comme ça sera aussi bon, quoi. Voilà, là, comme ça, tout le monde aura le temps de parole. Oui, c'est vrai. Toi, spécialement, prends 10 minutes. Prends 10 minutes. Non, je n'ai même pas arrivé sur 10 minutes. Hier, je t'ai posé une question à laquelle tu n'avais pas répondu sur le panel de John. C'est pour ça que je suis remonté ici. Et puis, bon, tout à l'heure, le frère Parigo a parlé. Il a parlé bon, avant de revenir sur le sujet, il est parti un peu partout. Alors, donc, je vais venir directement sur le sujet. Le sujet dont on parle ici, là, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on parle de ce sujet-là? Surtout, vous, les gens qui sont au pouvoir, là, quand vous le prenez et vous faites un panel dessus. Pourquoi je dis ça? Cette même cour, aujourd'hui, vous prenez sa décision et vous organisez des panels. C'est cette même cour-là qui a rendu une décision. Et la décision provisoire qu'elle a rendue là, on a vu le président de la République de notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a dit ceci, qu'il ne reconnaissait pas cette décision-là. Et ils sont même sortis de cette cour-là. Aujourd'hui, là, cette même cour donne une décision, et c'est cette décision-là que vous prenez aujourd'hui pour faire panel. C'est cette décision-là que vous prenez aujourd'hui et vous êtes content. Donc, c'est maintenant que vous reconnaissez cette cour-là. Voilà la question que je veux poser. C'est maintenant que vous reconnaissez cette cour-là. Parce que on dit qu'on ne reconnaît pas quelque chose. Parce qu'elle a rendu une décision peut-être qui n'était pas à notre faveur. Et on est parti de cette cour-là. Quelque temps plus tard, cette cour-là donne une autre décision aujourd'hui qui nous arrange. On est d'accord, c'est là qu'on prend maintenant la décision de cette cour-là pour organiser des panels. Et je ne comprends pas. Tout à l'heure, le président Parigo a dit ceci. Il préfère le président, il a dénoncé le troisième, on lui dit qu'il a dénoncé le troisième mandat et là, il encourage le quatrième mandat. Mais lui, il préfère le président Ado que, je ne sais pas, le président Babo ou bien la violence, un truc comme ça qu'il a dit. Mais non, les Ivoiriens, ce n'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas qui tu préfères ou on ne demande pas qui on préfère à la tête de notre pays. Ce n'est pas ça la question. Et l'opposition, ce n'est pas ça l'opposition réclame. Ce que l'opposition demande, c'est de respecter notre constitution. Et la constitution de Côte d'Ivoire dit qu'on a droit à 2 mandats. Le président Ado en a fait 3. Et la troisième, là, il a fait comment? Lui-même, ces arguments qu'il a utilisés. Le président français Emmanuel Macron, il y a une question qu'on lui a posée, c'est qu'il a dit que le président Ado a dit que les 2 mandats, après ça, il n'allait pas continuer. Quelque temps après, il pose une candidature pour un 3e mandat parce que le candidat que lui, il avait nommé ou bien il avait donné, ce candidat-là, malheureusement est décédé. Pour cette raison-là, il s'est permis de violer la Constitution pour se porter garant, pour être candidat encore pour faire le 3e mandat. Donc voilà la raison qu'il a évoquée pour être le candidat, pour faire ce mandat encore de 3e année. Sinon, ce n'est pas parce que la Constitution lui permettait. Non. C'est cet argument-là que vous avez utilisé. Bon, on vous a donné ces 5 années-là. Vous avez fini. Est-ce qu'en 2025, là,
Il y a encore ce même problème-là. Il y a un candidat qui a été désigné encore, qui est décédé encore. Quel est l'argument que vous utilisez cette année? Sinon, c'est pas le pouvoir, c'est pas la constitution qui lui permet d'être candidat. Voilà ce que les Ivoiriens demandent. On lui demande de respecter nos constitutions. C'est tout. Sinon, pas parce qu'il nous plaît pas. Donc, quand tu dis, tu préfères l'autre que celui-là et que comment dire, le parti du président Laurent Gbagbo, c'est un parti d'extrémistes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu peux avoir des problèmes avec des personnes du parti du président Laurent Gbagbo, mais pas pour ça que tu vas traiter tout ce parti-là d'extrémistes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tu as eu des problèmes avec elle. Parce que tout à l'heure, tout ce que tu as rencontré, c'est des problèmes que tu as eu avec des personnes, des trucs que tu as ramené le débat, le sujet carrément à toi. Et c'est ton histoire que tu as racontée ici. Avant d'entrer dans le débat. Mais ce n'est pas de ça que le débat parlait. Donc moi, la question que je pose aujourd'hui, cette décision-là, c'est aujourd'hui que vous reconnaissez la Cour africaine, parce que hier, elle avait donné une décision. Et vous avez dit que cette décision-là, vous n'allez pas la mettre à pratique parce que vous ne vous reconnaissez pas dedans. Et vous êtes sorti de cette Cour-là. Aujourd'hui, parce que cette Cour-là a donné une décision qui vous arrange, vous prenez pour faire panel. Est-ce qu'on avait besoin de faire panel sur ce sujet-là, sur ce verdict donné par la Cour africaine, puisqu'on ne la reconnaît pas? Voilà mon problème, voilà ma question que je t'avais posée hier sur le panel de John. C'est la même question, raison pour laquelle je suis monté pour te poser la question, précisément à toi, Lucas. Merci. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a Fils du Noble qui voulait répondre rapidement et puis je vais répondre à ta question. Fils du Noble, c'est tu es là. Lucas, tu n'as pas dit que tu allais parler vers la fin. Non, Fils du Noble veut partir. Mais tu as dit que tu allais parler vers la fin. T'inquiète, il n'y a pas de problème. J'ai pris sa question. T'inquiète, tu vas parler. Ne pas t'inquiéter. Lucas, je peux rester après puis je vais t'écouter. Je peux rester après puis je vais t'écouter comme je vais traiter là. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Fils du Noble, vas-y rapidement. Ok, alors, je suis là, je reste sur. Ok. Alors, bonjour à tout le monde et puis voilà, merci à toi Lucas de me donner la parole. Je tenais avant tout propos déjà te dire merci. Merci à toi et puis merci aussi au président Parigo. Parce que je pense que vous avez d'une manière ou d'une autre révolutionné l'idée politique, la pensée politique, la maturité politique. Et nous, on est obligé de se soumettre à vous. Quand je parle de soumission, je ne parle pas de soumission au sens littéral du terme. Je parle de soumission en termes d'idées, en termes d'intelligence. Parce qu'on aime les gens intelligents, on aime les gens qui sont rationnels. Et je vous dis, hein, vous ne le savez pas, mais vous êtes en train de révolutionner la pensée politique au niveau de la jeunesse ivoirienne. Raison pour laquelle moi je suis d'accord pour que ce soit toi, que ce soit Parigo, lorsqu'on vous donne la parole, vous ne devez même pas avoir le même temps de parole que d'autres personnes. Parce que ici, ce n'est pas un combat de boxe où chaque 3 minutes, il faut stopper, les gens vont se reposer. Je pense que les panels aussi sont faits pour ça, pour sensibiliser, pour enseigner, pour éduquer la jeunesse ivoirienne politiquement. Parce que depuis plus de 30 ans, on a une gangrène au niveau de la politique ivoirienne. On a de la démagogie, la désinformation, la méchanceté, la xénophobie qui est proposée, qui est la propagande de la bassesse. Donc je pense que ce soit toi, que ce soit Parigo, nous on est très contents de vous écouter. Il faudrait que les uns et les autres le sachent. Et puis aussi dire ceci. Lorsque vous venez sur le panel, ce n'est pas à vous d'exiger qu'on doit donner un certain nombre de paroles à qui que ce soit. Et je vous préviens, moi je suis très radical pour ceux qui me connaissent en termes de droiture. Voilà, celui qui s'amuse là, je vais tester mes nouvelles fonctions de modérateur modo sur lui. Parce que moi j'aime la discipline. Il y a l'autre du panel qui est là, il est libre de laisser le temps qu'il veut à celui qu'il veut. Nous autres, on peut parler du temps des paroles. Donc je tenais vraiment à vous dire merci et puis vous exhorter à continuer comme ça. Ça s'appelle le débat de qualité. Hier, Lucas, la démonstration que tu as pu faire, c'était une masterclass. Tout le monde t'a écouté, tout le monde t'a entendu. Il y a certaines personnes qui sont sur la position, qui vont rien écouter, qui vont pas changer. Mais sachez que chaque jour, même si vous arrivez à sensibiliser 2 personnes sur 1 million, c'est bon, c'est un bilan, c'est bon à prendre. Je dis aussi merci au président Parigo qui, comme je disais hier, dès qu'il y avait le débat, il y a certaines personnes qui ont dit, et Parigo, ils ont dit, demandez à Fils du Nord, il a son numéro.
Mais ça me donne l'occasion de dire aux uns ou aux autres que je n'ai jamais parlé avec Parigo au téléphone. Je n'ai pas son numéro, lui il n'a pas mon numéro. On peut aimer quelqu'un par son intelligence, on peut aimer quelqu'un par sa cohérence. C'est tout. Il faudrait que vous le compreniez. Maintenant, je vais répondre, voilà, en substance au frère qui vient de parler tout à l'heure avant de te passer la parole, Lucas. Quand il dit que vous êtes content, le vous là, c'est qui? Est-ce que son vous, il est impersonnel? Parce qu'à ce que je sache, il n'a pas encore, le RHDP n'a pas encore fait un communiqué pour se prononcer sur le résultat de cette décision. Ni le RHDP, ni le gouvernement. Donc le vous, c'est pour qui? Si c'est de nous que tu parles, évidemment, nous on fait des panels pour se prononcer dessus. Parce que lorsque la première décision avait été prise, nous on a quand même fait des panels pour se prononcer dessus et on l'avait dit, les vidéos sont là, que cette décision n'est pas applicable. Et comme le président Parigo l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a même envoyé un courrier pour poser la question à la Cour africaine des droits de l'homme. Comment vous voulez qu'on applique cette décision-là? Parce qu'on ne peut pas appliquer cette décision-là sans violer notre constitution, sans violer nos lois. Alors qu'en Côte d'Ivoire, les traités ne sont pas supérieurs à la constitution. Si on est d'accord sur ça, comment voulez-vous qu'on applique cette décision? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette décision-là, la Cour africaine des droits de l'homme, comme Lucas l'a dit tout à l'heure, Gbagbo n'a pas saisi cette Cour-là concernant le fond du dossier. Il a saisi la Cour concernant la procédure par rapport à ce dossier. C'est-à-dire, au pire des cas, même si par magie, on devait annuler, faire annuler, disons, par la Côte d'Ivoire la première décision, c'était pour reprendre un procès. Donc, on allait tirer Gbagbo par sa ceinture et jeter en prison encore et puis reprendre le procès. Donc, vous montez, vous avez pris cet argument-là pendant des années pour dire oui, la Cour africaine des droits de l'homme a pris une décision que la Côte d'Ivoire n'a pas respectée. C'est pourquoi je vous mets au défi pour vous dire que le gouvernement ne va pas se prononcer dessus. Je suis d'accord qu'en conférence de presse, comme chaque mercredi, on a, tout comme on appelle, en conférence de presse, les journalistes vont poser cette question-là au porte-parole du gouvernement. Il va répondre. Sinon, le gouvernement ne fera jamais un communiqué. Le RHDP aussi ne va jamais se prononcer sur cette décision parce que, de toute façon, on a toujours su que cette décision, elle était caduque et inapplicable. C'est pas possible. Parce que vous, là, vous, c'est vous qui parlez de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui parlez de l'ingérence de l'extérieur. Mais lorsque tu donnes ta constitution à un pays ou à une instance autre que ton propre pays pour décider de l'avenir de ton pays, mais c'est toi qui te vends. C'est toi qui te vends. Et c'est ce que nous, on ne veut plus faire. Et c'est ce qui s'est passé en 2010. C'est vous, quand j'ai dit le vous, je parle de Laurent Gbagbo et sa clique, qui avait demandé à l'ONU de venir arbitrer les élections présidentielles. Ça, c'est un. Et puis, on était dans une situation d'instabilité. Toutes les institutions de la Côte d'Ivoire ne fonctionnaient pas. On était dans une crise. Voilà. Aujourd'hui, les institutions de la Côte d'Ivoire fonctionnent. Il y a eu 5 résolutions. Il y a eu 5 rencontres avec les différents premiers ministres qui sont passés, avec des discussions avec l'opposition. Et à la fin de cette discussion-là, à la fin de ces rencontres-là, il y a eu une conclusion. Cette conclusion-là stipulait quoi? Que maintenant, si on a un problème, on doit se référer, on doit s'adresser à l'institution compétente pour gérer le problème. Et vous avez votre signature sur ces accords-là. Et après ces accords-là, vous ne voulez pas respecter les accords que vous-même vous avez signés parce que vous voulez manipuler la masse. Voilà pourquoi ça vous fait mal. Lorsque vous voyez des Parigo, vous voyez des Lucas en train de civiliser le mental de la jeunesse ivoirienne. Et ça va continuer. Parce que moi, vous voyez, ces gens-là, on les admire. Pas à cause de leur beauté physique, mais à cause de ce qui est dans leur tête. Et nous, on monte, ça arrive que moi, j'ai des débats contradictoires avec Lucas, avec le président. Mais on est obligé, d'une manière ou d'une autre, de se soumettre à leur intelligence, à leur argumentaire, parce que quand ils posent les débats, les faits sont là. On dit, voici ça, vous dites quoi? Voilà le débat. Donc, venez nous dire, oui, autrefois, vous aviez refusé de reconnaître cette couleur. Le vous, là, il est qui? Il est pour qui? S'il est impersonnel, d'accord. Mais en tout cas, le vous, il n'est pas pour le RHDP, il est encore moins pour le gouvernement. Vous avez un communiqué? Vous en avez? Si vous n'en avez pas, si c'est nos panels-là, c'est de nos panels-là que vous parlez. Mais évidemment, on a fait aussi des panels sur la première décision quand ça a été prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà ce que je voulais dire à cet effet-là. Donc, comme le président Parigo l'a dit, moi je n'ai jamais vu dans un pays où l'opposition, c'est-à-dire que celui qui est en position de faiblesse vient imposer sa loi. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi moi j'ai une rhétorique et je le dis tout le temps que je n'ai jamais perdu un combat. Pourquoi je n'ai jamais perdu un combat? Mais je ne me bats pas avec celui qui peut me frapper. Est-ce que ça là c'est compliqué? Donc je ne peux pas perdre un combat. Donc à partir d'un certain moment là, nous qui n'avons, par rapport à nous on a fait quoi? L'école primaire, secondaire et on s'est arrêté là. On n'a pas fait de grandes études, on n'a pas fait d'études supérieures, on n'a aucun diplôme. Mais moi je n'arrive pas à comprendre que nous qui sommes des citoyens lambda, nous qui sommes des moutons comme vous le dites toujours, nous qui avons fait madrasa, comme vous le dites toujours. Comment se fait-il que nous, on arrive à comprendre la stratégie politique, on arrive à comprendre les fondamentaux de la politique et vous, non?
Parce que la politique, là, c'est la position, c'est le rapport des forces. Quand je n'ai pas la force, là, je dois adopter une attitude qui va dans ce sens-là. Est-ce que ça, là, c'est compliqué à comprendre pour vous? Vous êtes à couteau tiré avec quelqu'un qui est au pouvoir. Vous êtes à couteau tiré avec quelqu'un qui a tout le pouvoir d'État. Et vous demandez à ce que votre volonté soit imposée. C'est pas possible. Donc, la seule façon de faire imposer votre décision, là, votre envie, là, mais c'est l'insurrection. Voilà pourquoi on dit que vous êtes toujours dans une situation, dans des idées insurrectionnelles. Vous n'êtes pas des démocrates. C'est une minute pour chuter. Ok, vous n'êtes pas des démocrates. Donc, je vais chuter par là pour dire, cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, là, on en parle parce que c'est un sujet d'actualité. Sinon, ça ne nous concerne rien du tout, parce que de toutes les façons, on vous l'a dit, cette décision n'était pas applicable. Sinon, il fallait violer la dignité de la Côte d'Ivoire. Il fallait violer nos lois, nos constitutions. Et je ne pense pas que vous, monsieur, qui venez de parler là, vous êtes un adepte des violations des constitutions des pays. Je suis pas Merci beaucoup, Fusinob. Merci. Joe Cole, vas-y, comme tu es pressé pour parler, vas-y, nous t'écoutons. Tu as 10 minutes. D'accord, merci Lucas, merci beaucoup. On va attaquer le sujet là. J'ai vu le président qui a dit une phrase, il dit que aucun juge n'est au-dessus d'un chef d'État. Ça m'a choqué, hein. Mais je comprends, parce que voilà, quand tu es dans l'État où c'est le président dit que telle personne mérite perpétuité, et après quelques semaines après, le juge dit perpétuité, on peut comprendre que, voilà, on peut comprendre qu'on peut, sinon, il faut dissocier l'exécutif des autres. C'est ça un État démocratique. Le chef d'État n'est pas au-dessus d'un juge. Parce que le juge n'est pas sous sa domination. Parce qu'on l'a vu au Sénégal, où le président de la Cour constitutionnelle, Macky Sall a dit une chose, la Cour constitutionnelle a dit une autre chose. Donc, mais je comprends, on est habitué à ça, on est habitué à ce que le président prenne une ordonnance parce qu'il trouve que il y a trop de candidats fantaisistes. Donc, il voulait que la caution soit à 200 millions. Maintenant, ils ont négocié, ça s'est arrêté à 50 millions. Et il y a eu cette histoire du parrainage. Voilà. Parce qu'il est le tout-puissant. Il décide tout. Et on ne sait pas si on est en Russie ou bien si on est dans un pays démocrate ou dans une dictature. Ou bien c'est pays Jean-Jean du Corée du Nord, on ne sait plus. Donc, quand on regarde le président agir ainsi, on peut dire que aucun juge n'est au-dessus du chef d'État. Mais j'aimerais simplement dire pour ceux qui nous écoutent que tout est dissocié. Il y a une dissociation de tout, de l'exécutif et des autres. Pour continuer, j'aimerais dire aussi à Fils du Noble qui a parlé tout à l'heure pour dire que l'opposition serait dans l'insurrection, tout et tout. En tout cas, moi, de mon vivant, je suis plus que heureux de cette opposition. De toute ma vie d'Ivoirien, j'ai jamais vu une opposition aussi instructive, aussi pacifique et aussi démocrate. Parce que demander à discuter à discuter avec le gouvernement, avec tout le monde pour des élections apaisées, si c'est ça appeler une insurrection, chacun a sa définition des choses. Donc j'aimerais faire vraiment cas de cela pour dire que l'opposition n'est pas dans la belligérance ou bien dans l'insurrection. Nous voulons des élections apaisées et inclusives, démocratiques. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais dire d'abord. Maintenant, pour attaquer le fond du dossier, moi, je suis quand même étonné, comme l'a dit mon prédécesseur, que, parce que je sais pas si Lucas c'est RADP, mais la dernière fois que je l'ai connu, il était ADCI, c'est pas ce qui s'est passé longtemps. Donc, il peut pas tout me prononcer, il peut pas dire RADP, il peut pas dire ADCI. Mais, je suis étonné, comme l'a dit mon prédécesseur, que... Je ne suis pas ADCI, tu vois ici, là, tu vois EMCI, en marge Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai créé mon mouvement, voilà, dont je suis le président. Ah ouais, d'accord, Voilà. merci. Merci. En tout cas, un jour, pour faire un panel pour nous expliquer aussi ta vision. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire que vraiment, je suis confus. Je suis confus parce que j'ai vu le ministre Toué Mamadou sur le plateau de la TV qui a dit que et cette cour
avait perdu toute crédibilité et que même ceux qui avaient, euh, le pays hôte avaient quitté la cour. Ça, je savais même pas. Que si combien sur 6 pays ou bien sur 8 pays, il ne reste que 2. Mais ce qu'il a omis de noter, ces pays n'ont pas quitté la cour en refusant d'appliquer une loi ou une décision de cette cour. Ils ont quitté cette cour parce qu'ils ont jugé que, voilà, ils ont perdu ils ont perdu des procès, ils ont appliqué ces procès, mais ils sont quittés. Mais la Côte d'Ivoire s'est comportée comme un État voyou. Parce que ce même État est allé plusieurs fois avec l'opposition devant cette cour et l'opposition a perdu là-bas. Sur la CEI, il y a eu un truc là-bas, un procès là-bas où l'État a gagné. Quel est cet État qui, lorsque ils perdent, ils sont dans l'opposition et quand ils gagnent, ils applaudissent? Non, la vie, c'est pas comme ça. C'est pourquoi je dis, si on est dans une dictature, qu'on nous dise. Si on veut retourner au parti unique, qu'on nous dise. Parce que nous, les Ivoiriens, on veut la paix. C'est pourquoi moi, je félicite vraiment l'opposition. Parce que l'opposition, quand tu vois la démarche de l'opposition, quand tu vois hier à Salé, Tomoko avec Toby, quand tu les entends, tout est logique, tout est bien structuré. Tu te dis, ouais, tu as envie de faire la politique. C'est pas une opposition où on va faire l'apologie de la rébellion. Allez, tu vas prendre le patriote d'avant, c'est écrit, ça a belé, et c'est l'apologie de la rébellion. Non, où on marche, où tout est saccagé, on peut même pas faire la politique sainement. Et cette opposition, vraiment, je suis fier et je suis vraiment content de. Quand on dit ça, que cette cour n'est pas crédible et que cette cour, on sort de cette cour parce que cette cour aurait donné une décision qui nous arrange pas. Vraiment, il faut, dans la logique même, ne même pas donner de substance même à cette décision. C'est comme un fantôme, quoi. On reconnaît pas cette cour. Et derrière, se féliciter ou bien faire des panels dessus, je trouve que c'est un peu, voilà, il n'y a pas de logique. Et là, pour ceux qui nous suivent, j'aimerais vous dire que nous, l'opposition, la décision de la Cour africaine